Prêt à faire pousser votre savoir-faire? Bienvenue dans le podcast d'Astredor Sud-Ouest dédié aux pros de l'horticulture et de la pépinière. Rejoignez-nous pour découvrir les trucs et astuces du métier, partager des solutions concrètes pour relever vos défis quotidiens et explorer ensemble les dernières avancées techniques. Avec chaque épisode, avancer un peu plus dans le monde pratique de la production. Bonne écoute et on commence. Bonjour à tous, nous voilà dans ce dernier podcast de 2025 qui porte sur un sujet bientôt d'actualité, le gel. Pour en parler, je suis avec Jean-Christophe Legendre, ingénieur conseil et développement en pépinière, animateur réseau Défi Ferme et aussi formateur à 6 heures perdues. Donc pour commencer, quel est l'effet du froid sur l'eau du sol et donc ses conséquences pour la plante? Alors bonjour tout le monde, c'est la pleine saison là. Avant le gel, le matin il commence à faire très froid. On a des petits 4 degrés, 6 degrés, donc on s'est dit qu'il fallait peut-être faire un petit point sur le gel. Donc premièrement, les effets du froid sur la plante, il y a aussi sur le sol, c'est-à-dire que selon le type de plante, on a une capacité pour la plante à prendre l'eau dans le sol qui est différente. Si vous avez des végétaux dits persistants, la plante, même s'il fait froid et tout, transpire un petit peu parce qu'elle a son feuillage qui est permanent, alors qu'une plante qui perd ses feuilles, disons, aura beaucoup moins de transpiration. Donc quand les plantes sont en conteneur, il y a quand même une différence importante. Donc c'est important de tenir un peu la motte humide régulièrement. Sinon, la plante transpire, elle ne peut pas avoir suffisamment d'eau dans le substrat, dans le pot, pour pouvoir transpirer. C'est un des premiers facteurs, c'est-à-dire que quand il fait froid, la plante elle est au ralenti et son système de transpiration est aussi au ralenti. Voilà, donc ça c'est un des premiers effets, c'est le froid par rapport au substrat qui est dans le conteneur. En pleine terre, c'est une autre vision parce que le sol retient beaucoup mieux l'eau et la plante transpire presque normalement. C'est une forme de déshydratation causée par le froid? Oui, c'est ça, ça fait une sorte de déshydratation. Au début, oui, parce que la température est pas trop froide, mais dès qu'il commence à geler, par contre, là, ça peut bloquer vraiment la plante. Et quand il gèle vraiment là fort, il peut y avoir une cristallisation. Alors deux types de cristallisation. Il y a une cristallisation qui est due à un froid léger, c'est-à-dire que les contenus des cellules, mais ce qui est entre les cellules intercellulaires va geler, mais c'est réversible. Et après on verra que ce qui est compliqué pour la plante, c'est quand ça gèle dans les cellules intracellulaires. Et là, pour le coup, c'est irréversible. Donc il y a deux niveaux de gel. Il y a un gel qui est relativement léger, on va dire entre -1 et -4, -5, où la plupart des plantes peuvent résister sans problème, avec un phénomène réversible, c'est-à-dire que la plante à nouveau va pouvoir, au niveau de son métabolisme, fonctionner normalement, et à une période où c'est irréversible, c'est-à-dire quand il fait froid en dessous de -5, -6, -7, selon le type de plante. Justement, comment les plantes tentent-elles de se défendre contre ce phénomène? Alors les plantes, ce qu'elles ont, c'est que les contenus cellulaires et les contenus intercellulaires sont riches. On parle d'électrolytes, mais disons que c'est des ions qui sont dans le contenu des vacuoles et dans le contenu intercellulaire. Ça fait un peu comme l'eau salée, quoi. C'est-à-dire que l'eau salée, elle gèle beaucoup moins que de l'eau claire. Quand on mesure de la conductivité dedans, on voit qu'il y a un pourcentage d'ions en solution qui est important, donc la plante gèle beaucoup moins vite. Donc la plante va concentrer ses cellules, ce qui fait que ça va baisser la température à laquelle l'eau cristallise. Oui, c'est ça, c'est ça. Donc il y a un phénomène d'osmose également, c'est-à-dire que quand il fait pas trop froid et que c'est le contenu intercellulaire qui gèle, l'eau qui est dans les cellules va transférer à travers la paroi dans le contenu intercellulaire et donc va résister. Et ensuite, quand la température va augmenter, donc par exemple l'après-midi ou choses comme ça en hiver, ça va être l'inverse. Ce phénomène de va-et-vient est prévu par la plante pour mieux résister au gel léger. De nombreux substrats possèdent maintenant des mycorhizes. Pour rappel, une mycorhize, c'est une association entre un champignon et les racines d'une plante qui aide notamment ces plantes pour la nutrition, par exemple. Et donc, est-ce que ces mycorhizes vont aider également les plantes à lutter contre le froid et le gel? Oui, ça ne va pas du tout aider directement lorsqu'il gèle. Des études, notamment en Norvège, ont montré que des plantes qui poussent à 8 à 15 degrés avec ou sans mycorhize montrent que les plantes mycorhizées n'ont pas plus d'avantage à 8 degrés par rapport à des plantes non mycorhizées. Donc il n'y a pas eu d'avantage. Par contre, ce qui peut être intéressant, c'est en amont, c'est-à-dire que les mycorhizes, avec leur association avec les plantes, vont pouvoir mieux capter les ions nutritifs qu'il y a dans le substrat et donc faire un peu plus de réserve et de concentration au niveau des cellules pour l'hiver. Mais pendant le gel proprement dit, il n'y a pas d'impact. C'est quand même une mycorhize, c'est un être vivant, donc au pire, il va geler avec le reste. Voilà. Lorsque le froid s'intensifie, comment se manifeste le gel au niveau des cellules des plantes?
Eh ben, comme je disais avant, il y a deux niveaux, hein, extra et intra. Extracellulaire, c'est-à-dire que le liquide va geler en fait. Et pour compenser ça, la cellule elle va éjecter de l'eau vers ce système par osmose pour essayer de dégeler en fait le contenu. Donc ça se joue au niveau de la paroi cellulaire, donc il y a les transferts liquides entre les deux. Ça, en gel léger, ça passe quoi. Après, en gel fort, effectivement, ces cristaux ils vont geler. La plante ne va pas réussir à contrecarrer ce phénomène de gel et la cellule elle-même va geler. Et là, pour le coup, c'est irréversible. L'intérieur de la cellule gèle et ensuite, quand ça dégèle, elle essaye de sortir, mais ça éclate, enfin, les cellules éclatent. On le voit souvent quand les plantes ont gelé, il y a des fissures au niveau du bois et tout ça, ça veut dire que c'est irréversible. Hein. Okay. La plante meurt. Quels sont les autres effets directs du gel sur la structure de la plante? Le gel peut être, disons, les conséquences du gel peuvent être différentes selon les organes de la plante. Le plus solide étant le bois, enfin le tronc, les branches, et ensuite, plus on s'éloigne, plus c'est fragile. Tout ce qui est en extrémité de branche est beaucoup plus fragile que ce qui est proche du tronc, des branches. Ça peut être aussi tout ce qui est fleurs, tout ce qui est feuilles, jeunes bourgeons, tout ce qui est l'appareil reproducteur de la plante, donc qui peut geler aussi, hein, donc le pistil, l'étamine, tout ça. Ça peut geler sans que le reste gèle. Selon les organes de la plante, l'impact du gel est différent. C'est pour ça que des fois sur les jeunes cultures, on voit vraiment toutes les extrémités qui sont gelées et Ouais, on peut perdre 1 an de pouce, par exemple. Exactement. Et puis, il faut recommencer à zéro. Néanmoins, la plante, elle n'a pas complètement gelé, donc avec une taille, on peut relancer le système, mais c'est lié, c'est-à-dire que toutes les jeunes parties souvent sont beaucoup plus hydratées, parfois avec moins de concentration d'ions nutritifs dedans. Donc la plante est plus sensible. Est-ce que la rapidité de la chute des températures va jouer un rôle sur la réaction de la plante? Alors ça, c'est directement lié au phénomène de gel, notamment au printemps, ou parfois à l'automne, en novembre par exemple. C'est-à-dire qu'actuellement, on a des températures qui sont quand même assez douces. Et puis, il va y avoir une première période de gel qui va arriver en novembre, généralement. Donc on peut avoir un -4, -5 le matin, pas très long. Et là, il peut y avoir un processus irréversible, c'est-à-dire que le froid est tellement rapide que la plante n'a pas pu s'adapter à la baisse de température. Et là, pour le coup, ça peut geler dans les cellules. Les cellules éclatent et la partie, pas forcément la plante qui meurt, mais la partie gelée disparaît. Et puis il y a aussi le phénomène, là c'est plus au printemps, c'est-à-dire que la plante au printemps elle a tendance à redémarrer en végétation. Et puis le gel de printemps c'est des coups de temps en temps à -5, -6. Et là la plante elle est beaucoup plus sensible. Est-ce que tu sais s'il y a des facteurs qui peuvent aggraver ces dégâts? Alors essentiellement, il y en a deux. Il y en a un premier, c'est quand on fait par exemple une fertilisation trop azotée à l'automne qui relance la végétation, parce que les jours sont encore chauds, donc liés à la température. Et puis au premier coup de froid, ces parties-là gèlent. Donc en fait, l'investissement qu'on a mis dans l'azote, on va le perdre en hauteur de pouce, donc bilan négatif. Et l'autre partie, c'est il y a certaines bactéries qui sont endémiques à certaines espèces végétales, par exemple le Pseudomonas syringae, sur les poiriers, les abricotiers, les agrumes, la vigne aussi. C'est-à-dire que ces bactéries vont précipiter le gel dans les cellules. Ça va accélérer le phénomène de gel. Donc au lieu de geler par exemple à -5, -6, ça va geler à -2, -3. Et là sur les plantes plus méditerranéennes, parfois ça va être préjudiciable. Donc c'est un des facteurs biologiques qui peut aggraver les dégâts. Ouais. On peut lutter contre ces bactéries? Les bactéries, il y a peu de choses à faire à part de la prévention. Il y a des luttes essentiellement avec des composés cupriques, donc des bouillies bordelaises, des hydroxychlorure de cuivre, des hydroxyde de cuivre. Pour ça, je vous renvoie dans notre prochain fil d'actualité où il y a un petit focus là-dessus. Comment la plante va acquérir sa capacité de résistance? Alors, il y a... les plantes, c'est très très vaste. Il y a un phénomène déjà de génétique, c'est-à-dire qu'il y a des plantes plus ou moins résistantes au froid. Donc les plantes qui sont d'origine plus nordique ou septentrionale vont être plus résistantes au froid. Et puis les plantes qui sont plus au sud de l'Europe sont moins résistantes au froid. Donc ça joue beaucoup sur la capacité qu'a la plante à préparer l'hiver. C'est-à-dire qu'au fur et à mesure, à l'automne, que les jours raccourcissent et que les températures baissent, dans la plante, il va y avoir un phénomène d'adaptation et de préparation au froid. Et actuellement, c'est pas trop mal parce que le matin, il fait... Alors, je parle pour la région bordelaise, mais le matin, il fait entre 4 et 6 degrés. Donc, ça prépare bien les plantes à la première période de gel. Et l'après-midi, il fait une vingtaine de degrés. Donc, c'est pas trop mal. C'est-à-dire que la plante, il y a quand même une circulation au niveau de la physiologie de la plante qui est intéressante. Elle continue malgré tout à prélever des nutriments dans le sol et des ions nutritifs qu'elle va stocker. Et donc, ça prépare bien au gel et à sa résistance. Ça, on appelle ça l'endurcissement au gel. Ouais, c'est l'endurcissement au gel qu'on appelle ça, ouais. Et c'est très variable selon les plantes, selon le climat.
selon la fertilisation qu'on va prévoir aussi avant l'hiver. Est-ce que tu peux nous parler des mécanismes cellulaires qui vont être impliqués dans cet endurcissement, hors ce phénomène de cristallisation dont on a parlé un peu plus tôt? Alors les mécanismes d'endurcissement, ils se jouent beaucoup par rapport à l'accumulation progressive qu'a la plante sur tout ce qui est acides gras polyinsaturés, tout ce qui est sucre soluble aussi, saccharose, glucose qu'elle va stocker, certains acides aminés aussi. Et ce phénomène-là, dans ce que j'ai expliqué au début, ça va concentrer au niveau des cellules et des parties intercellulaires, ce qui va permettre à la plante de mieux résister à la congélation en fait. Donc c'est important à l'automne, cette partie-là de réserve que la plante fait. Alors elle fait des réserves aussi pour pouvoir mieux pousser ensuite au printemps et mieux résister à l'hiver, mais aussi par rapport à ce phénomène de gel. Ouais. Donc on a tout intérêt à essayer d'améliorer la concentration en électrolytes au sens large dans les plantes à l'automne. Est-ce qu'il va y avoir une différence de tolérance face au gel et au froid selon la saison? Oui, il y a une différence. La plante, quand elle petit à petit à ce phénomène d'endurcissement au gel, elle va mieux résister au froid vraiment hivernal, c'est-à-dire entre décembre, janvier, février. Là où il fait froid, et donc là elle va supporter des températures qui peuvent aller, bon, ici par exemple jusqu'à moins 10 degrés. Mais au printemps, c'est beaucoup plus compliqué. Là, ça peut être simplement résistant entre moins 4 et moins 6, parce que la plante, les jours rallongent. Les températures ne montent pas forcément, mais les plantes qui sont sensibles au photopérionisme vont commencer à avoir un début d'activité et donc vont perdre cette capacité à résister au gel. Et c'est là que c'est souvent le plus préjudiciable. Ouais. En fait, au final, ça va être le printemps qui va marquer la perte de la résistance face au gel. Oui, c'est ça, c'est le printemps. Et, or, ça dépend des espèces, mais les plantes qui sont sensibles au photopérionisme le sont plus que celles qui sont sensibles à la chaleur. C'est pour ça que les gels de printemps vont être particulièrement dommageables et dangereux pour les plantes. Ouais. Notamment, on parle beaucoup des fruitiers parce que ça conditionne la production de fruits derrière. Alors qu'en rendement, on n'en parle pas beaucoup, alors que malgré tout, il y a quand même une perte esthétique qui est importante, perte économique aussi, surtout en production. Mais oui, c'est complètement préjudiciable. Et d'autant plus que l'on utilise des plantes qui viennent majoritairement maintenant du sud de la France et de la Méditerranée, où les plantes ne sont pas forcément conditionnées à des gels très importants ici dans les régions plus tempérées. Ouais. Une autre chose aussi par rapport à ça, c'est ce qu'on appelle l'induction florale et la transition florale, c'est-à-dire qu'il y a une partie des bourgeons qui vont se transformer en bourgeons à fleurs. Tout ce qui est gel de printemps sur les plantes qui vont fleurir l'été, souvent la transition florale se fait au printemps. Quand la plante fait cette transition florale, elle perd sa capacité à résister au gel. C'est-à-dire qu'elle ne peut pas en même temps être résistante et en même temps faire sa transition florale. Et donc à cette période-là, la plante est beaucoup plus sensible au froid. Ouais. Donc attention sur les végétaux à floraison estivale. Souvent ils sont plus sensibles. Outre le gel, les températures froides mais qui restent positives, est-ce qu'elles peuvent être dommageables? Oui, alors là on parle de plantes qui ne sont pas forcément d'origine climat tempéré. En horticulture, on utilise un certain nombre de plantes qui ne sont pas indigènes. Et souvent la baisse des températures et le froid sans qu'il y ait de gel va endommager les plantes, les tissus. Donc il peut y avoir des phénomènes de noircissement de plantes alors qu'il fait 2 ou 3 degrés. Mais ça c'est lié essentiellement à la génétique et puis à leur origine géographique. Donc si on parle de bégonia, de Dieffenbachia, de ficus, toutes ces plantes qu'on peut avoir en appartement, si vous les mettez dehors, même si le matin il fait 2 ou 3 degrés, elles vont avoir des phénomènes de noircissement, pas forcément dû au gel, mais dû aux baisses de température. Donc là il faut les rentrer, tout simplement. Comment est-ce qu'on peut classer ces végétaux selon leur sensibilité à ce froid qui va être non gelant? Il y a 3 groupes généralement. Il y a les plantes qui sont insensibles au froid, chrysanthèmes notamment, les cyclamènes, les tulipes, les pensées, les narcisses, toutes ces plantes n'ont pas de dommages particuliers par rapport à ça. Donc là on parle sur des températures qui sont assez basses, proches de 0. Ensuite, il y a tout ce qui est végétaux modérément sensibles au froid, donc température inférieure à 2 à 7 degrés, donc beaucoup notamment de la famille des pois, des haricots, donc ça plus pour le potager. Et ensuite très sensible au froid, donc c'est entre 7 et 15 degrés. Donc là il y a beaucoup de plantes dites plantes vertes qui sont concernées, donc bégonia, ce que je disais avant, Dieffenbachia, Anthurium, Gloxinia, Sympolia, etc. Donc c'est des végétaux qui sont originaires de régions chaudes et qui ne supportent pas le froid en dessous de entre 7 et 15 degrés. Donc ne pas les placer dans les courants d'air, les entrées de serre, les entrées de maison, etc.
Finalement, que peut faire un producteur pour améliorer la résistance de ses plantes face à ces gelées tardives? La première chose qui paraît la plus évidente, c'est d'adapter ces espèces au climat avec lequel on va travailler. Donc les plantes dites tempérées seront évidemment beaucoup plus résistantes que les autres. Après, pour les autres plantes qui sont plus sensibles, donc qui viennent de régions plus chaudes, la chose à essayer de faire, c'est d'augmenter la concentration dans le liquide intercellulaire et intracellulaire. Donc c'est d'essayer d'avoir une fertilisation à partir de la fin de l'été, en leur fournissant plus des ions potassium notamment. Néanmoins, il ne faut pas complètement abandonner la partie azote. Il en faut beaucoup moins. Donc souvent, quantité d'azote, quand on fait un surfaçage, qu'on complète avec une solution liquide en engrais fin d'été, début d'automne, il faut essayer de baisser quand même globalement la quantité d'azote pour la plante, parce que ça va relancer la végétation et donc les parties jeunes sont plus sensibles au froid. Et compléter avec une part de potassium ou de magnésium dedans, qui va permettre d'augmenter la concentration au niveau de la sève et puis ensuite dans les cellules, ce qui peut permettre de mieux résister au froid. Donc souvent on dit que le potassium permet une meilleure résistance au froid, améliore la floraison puis la fructification, mais ça sert aussi beaucoup pour la résistance au froid. Donc ça c'est important d'en tenir compte. En pleine terre il n'y a pas grand chose à faire parce que normalement la plante elle se débrouille toute seule, mais hors sol on peut l'aider à ce point de vue là. Ensuite, dans la protection elle-même des plantes, on peut faire deux vagues, c'est-à-dire une première vague avec les plantes qui sont plus sensibles au froid, et ensuite faire rentrer les deuxièmes séries de plantes qui sont beaucoup moins sensibles au froid. Donc on peut faire un choix comme ça dans les travaux et notamment dans l'organisation du travail en entreprise, c'est-à-dire au lieu de tout rentrer comme ça d'un coup, on choisit quelle plante en premier lieu, puis les autres plantes en deuxième lieu. Comme ça permet de mieux gérer le travail. On peut aussi mettre des protections physiques contre le gel. Oui, voilà, après les protections physiques, elles se font quand on a des serres, c'est idéal. Après, on peut faire des abris mobiles, effectivement, en mettant des tunnels au-dessus des cultures ou de les déplacer pour les mettre sous ces abris. On peut mettre du P30, du P17, on peut mettre du P30 plus une couverture plastique. Enfin, il y a tout un tas de solutions qui existent, qui demandent un peu d'investissement et de temps, mais qui sont très largement utilisées par les producteurs. Est-ce qu'en paillant, on peut protéger ces plantes face à cette baisse de température? Le paillage indirectement, il peut protéger le substrat et donc l'alimentation hydrique de la plante. Parce qu'on n'a pas parlé beaucoup des racines, mais les racines ne sont pas forcément en arrêt de végétation tout le temps. Elles sont toujours en fonctionnement parce qu'elles absorbent de l'eau. Et souvent hors sol, quand il fait très froid, la partie aérienne gèle, mais les racines aussi. Et là, on ne peut plus rien faire. On arrive à la fin de ce podcast. Est-ce que tu veux ajouter un dernier mot? Alors on oublie souvent tous ces aspects gel parce qu'ils gèlent de moins en moins quand même, globalement. Mais néanmoins, il y a encore du gel, donc il faut être vigilant. Et comme le climat globalement est plus chaud, les plantes sont souvent en activité beaucoup plus tard qu'avant. Par rapport à il y a 30 ans, il y a presque un mois de décalage dans le froid parfois, donc on oublie. Et puis quand ça arrive, c'est trop tard. Donc il faut quand même rester très vigilant par rapport à tout ça. La température augmente, mais les risques de gel augmentent aussi. Et bien sur cette belle ouverture, on va pouvoir mettre fin à ce podcast. Merci Jean-Christophe pour ton intervention. Merci pour votre écoute et à très bientôt. Ce podcast a été réalisé grâce au financement de l'Union européenne et de la région Nouvelle-Aquitaine dans le cadre de l'appel à projets diffusion et transfert dans la filière horticole.